Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres. Vital Kamerhe mobilisé pour un changement en République démocratique du Congo. Le leader de l'Union pour la nation congolaise affiche ses ambitions pour les prochaines élections. En Guinée, le ministère de la fonction publique procède au recensement des fonctionnaires. La deuxième étape du processus biométrique devrait prendre fin d'ici le 15 juin prochain. Et puis nouvelle politique touristique au Mali. Dans leur quête de redynamiser le secteur du tourisme, les professionnels font de l'attractivité du visiteur local une priorité. Je voudrais être celui qui va sonner l'heure du réveil. Tels sont les propos de Vital Kamerhe, le président de l'Union pour la nation congolaise, autrefois soutien du président Joseph Kabila. Il se pose aujourd'hui comme l'un des principaux membres de l'opposition en République démocratique du Congo. Paul de Singwe. Il était l'un des plus fidèles alliés du président congolais Joseph Kabila, mais aujourd'hui tout les sépare. De la mouvance présidentielle à l'opposition, il n'aura fallu qu'un pas à Vital Kamerhe. Ce pas, il le franchit en 2010 et crée sa propre formation politique, l'UNC, l'Union pour la nation congolaise. Alors qu'il avait été le principal artisan de l'élection du président Joseph Kabila en 2006, il sera en 2011, lors de la présidentielle, l'un des adversaires les plus redoutables du chef de l'État. Le mariage de Vital Kamerhe avec Joseph Kabila, ce n'était pas sur base des sentiments, non. C'est parce que moi j'étais convaincu que nous regardions dans la même direction, que nous avions la même idée du Congo. Avec Joseph Kabila, nous avons eu des divergences fondamentales. Et moi, je voudrais être celui qui va sonner l'heure du réveil pour que cet éléphant marche. Désormais membre de l'opposition, Vital Kamerhe participe à tous les combats politiques dans son pays. Il s'oppose aux élections à un tour et s'oppose également à la modification de la Constitution. Lorsque le président Joseph Kabila initie les concertations nationales en République démocratique du Congo, une fois de plus, Vital Kamerhe et son parti l'UNC boycottent cette initiative. Nous avons maintenu la ligne qui avait été définie par l'ensemble de l'opposition. Après que le président Kabila ait rendu public son ordonnance du 26 juin dernier, convoqua les dites concertations, nous avons analysé minutieusement cette ordonnance et nous avons vu qu'elle ne respectait ni la lettre ni l'esprit de l'accord-cadre d'Addis Abeba du 26 février 2013 qu'il avait lui-même signé, qui n'a pas respecté, cette ordonnance n'a pas respecté la résolution 2098. Si en 4 ans, Vital Kamerhe a réussi à s'affirmer au sein de l'opposition congolaise, reste à rassembler l'opposition autour de sa candidature en 2016. Une initiative qui s'annonce difficile car l'économiste de 55 ans ne sera pas seul en liste, il devra affronter d'autres candidats tout aussi redoutables que lui. Nous recevons sur ce plateau Vital Kamerhe, leader de l'Union pour la nation congolaise. Soyez le bienvenu. Merci. Alors avant d'évoquer le positionnement de l'UNC pour les prochaines élections, revenons sur un fait d'actualité, l'expulsion des Congolais de Brazzaville et d'Angola. Comment expliquer cette situation et quelles sont les relations entre la République démocratique du Congo et les États voisins? D'abord, cela s'explique par la faiblesse de leadership au Congo, la sous-administration de notre pays et l'appauvrissement de la population, les pillages donc des deniers publics au profit de ces autorités. Le peuple abandonné va chercher l'espoir même dans des pays voisins qui autrefois dépendaient de nous. Ceci dit, nous sommes en colère parce que nous avons vu les images, surtout de Congo-Brazzaville, où nos sœurs, nos mamans ont été déshabillées, où nos frères et sœurs ont perdu tous leurs biens. On ne peut pas comprendre que des capitales les plus proches du monde, où ils n'ont que comme barrière, finalement, c'est le point de jonction, le fleuve Congo puisse se comporter de cette façon-là. Ce qui m'énerve le plus, c'est que les autorités congolaises sont restées aphones. Aucune réaction de la part du président de la République, aucun message à la nation, ni de compassion, ni de protestation. On devait rappeler notre ambassadeur, on devait momentanément geler les relations diplomatiques pour que, au niveau de l'État, des deux gouvernements, les gens s'expliquent et trouvent un bon départ. Alors la candidature ou non du président Joseph Kabila pour la présidentielle de 2016 alimente les débats. Quelle est la position de l'UNC et comment expliquer que le chef de l'État en personne ne se soit pas encore exprimé sur ce point? La position de l'UNC est légaliste. Notre constitution est claire. Aucun président de la République ne fera plus de 2 mandats. C'est 2 mandats et ça se termine. Au niveau de la majorité présidentielle, il y a une certaine cacophonie. Il y en a qui disent qu'il ne va pas se présenter, il y en a qui disent qu'il va se présenter, et lui-même, il ne dit rien. Il faut qu'il parle lui-même et qu'il fixe l'opinion. Mais nous avons noté néanmoins qu'il y a eu le secrétaire d'État John Kerry qui est venu lui dire clairement
qu'il est encore jeune, il peut servir le pays à d'autres fonctions et que pour les États-Unis d'Amérique, c'est la position officielle, il ne sera pas question de tripatouiller la Constitution pour chercher les voies et moyens de trouver un troisième mandat pour Kabila. En 2016, il arrête et que nous, du côté de l'opposition, de la société civile et de l'élite congolaise, nous puissions voir comment, de façon rassemblée, nous puissions préparer cette alternative autour d'une vision commune, d'un programme commun, plutôt que d'entrer dans une phase encore de chasse à la sorcière. Il existe, nous le disons au président Kabila, une vie après la présidence de la République. Et nous avons proposé une loi portant statut d'ancien président de la République. Si c'est de cela dont il a peur, sauvons notre nation ensemble pour que le peuple congolais nous juge par nos actes et qui retrouve la lumière et le bonheur. Alors, autre élection, les locales urbaines et provinciales qui devraient avoir lieu d'ici 2015 en République démocratique du Congo. Certains préconisent le changement du mode de scrutin, donc de passer du suffrage universel direct au suffrage universel indirect. Quels sont, selon vous, les enjeux de ce mode de scrutin ? Quand M. Labé Maloumalou propose qu'on commence par les élections locales, municipales et urbaines, et il présente à l'Assemblée nationale une seule loi qui porte sur celle-ci, c'est une façon d'abord de tricher. C'est pour nous dire qu'on veut gagner du temps. Parce que ça fera 7000 circonscriptions électorales. C'est fastidieux. Mais nous disons aussi qu'il ne peut pas nous imposer le cycle électoral parce que nous avons commencé le 28 novembre 2011 avec présidentielle législative nationale. La suite, c'est les élections provinciales pour changer de gouverneurs, les sénateurs et les députés provinciaux qui sont sans mandat. Et la solution pour nous est simple. Parce que si on change le mode de scrutin, donc on change l'article 187 de la Constitution, on revient à la révision constitutionnelle. La solution est simple, on doit se mettre autour d'une table avec la communauté internationale, toutes les composantes de la vie politique congolaise pour trouver une feuille de route consensuelle. Celle de M. Labé Maloumalou, dans ces deux hypothèses, viole la Constitution et ne respecte pas l'agencement du cycle électoral. Vital Kamerhe, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes leader de l'Union pour la nation congolaise. Merci, c'est moi qui vous remercie. Dans le reste de l'actualité, la campagne électorale se poursuit. En Égypte, le favori, le maréchal Abdel Fattah al-Sisi, a donné sa première interview télévisée ce lundi en tant que candidat. Il a évoqué ses ambitions politiques et le renversement de l'ancien président Mohamed Morsi. De son côté, Hamdine Sabahi ne ménage pas son adversaire qu'il considère comme un nouveau Moubarak. La présidentielle égyptienne est prévue les 26 et 27 mai prochains. Opération de recensement biométrique des fonctionnaires en Guinée. Plus de 2000 agents de la fonction publique ont été enrôlés dans les différents départements ministériels. L'opération vise à assainir le fichier de la fonction publique. Un reportage de notre correspondant en Guinée, Mohamed Lamine Solano. C'est ce qu'ils appellent l'identification biométrique des fonctionnaires et contractuels de l'État guinéen. C'est la deuxième phase du recensement biométrique des travailleurs de l'administration publique. L'opération vise à maîtriser le fichier des agents de l'État truffé d'emplois fictifs selon les autorités. L'identification biométrique exige la présence des fonctionnaires dont les dossiers sont vérifiés par un service technique. Lors de cette étape, nous allons donc aller capturer les données biométriques, à savoir les photos, les empreintes digitales et la signature numérique des agents précédemment recensés. Donc, nous comptons finir cette opération au plus tard le 15 juin. À ce jour, une dizaine de départements ministériels sont touchés par l'opération. Aucun chiffre exact sur le nombre de fonctionnaires identifiés, même si certaines données provisoires laissent entrevoir la pertinence de l'opération. Pour un effectif de 2250 fonctionnaires, concernant exclusivement la fonction publique, la coopération, le tourisme, l'enseignement technique, nous avons 2099 agents qui ont été enrôlés. Et comme écart, il y a 151 agents qui sont en écart et qu'il faut rechercher. Ça peut être parmi des retardataires, ça peut être parmi les gens dont les fiches sont en anomalie, ça peut être également parmi les abandons de poste ou les personnes décédées. Entre 2003 et 2004, l'effectif des travailleurs de l'État était de 58 000 agents. 10 ans après, il est estimé à 106 000 agents, soit une augmentation de 108% selon les statistiques de la fonction publique, alors que des concours de recrutement ont rarement été organisés par les autorités. Cette opération de recensement biométrique des fonctionnaires et contractuels de l'État se fixe pour défi d'assainir le fichier de la fonction publique, fortement truffé de fonctionnaires fictifs.
La vie reprend progressivement son cours au Mali. Selon la Commission nationale des réfugiés du Mali, plus de 2000 réfugiés sont retournés chez eux ces 9 derniers mois. Environ 350 000 personnes avaient fui le pays à cause des violences. Mais à Léré, la deuxième plus grande ville au nord-ouest du Mali, les populations font face à plusieurs problèmes, à savoir l'insécurité et le manque de nourriture. Cheikh Nadiko, le maire, invite les investisseurs à revenir faire des affaires dans la ville. Le tourisme, un secteur porteur en Afrique. Au Mali, par exemple, cette activité est en pleine expansion. Si les touristes internationaux se font rares depuis la crise au nord du pays, les professionnels notent l'arrivée d'une nouvelle clientèle désireuse d'explorer leur pays. Aminata Diak. Baisse de l'activité touristique au Mali. Le secteur est en pleine crise depuis 2008. Le nombre de visiteurs est passé de plus de 120 000 à moins de 100 000 par an. En cause, la situation sécuritaire encore fragile, notamment au nord Mali. Pour faire face à ces déficits, les professionnels du secteur se sont tournés vers le tourisme local. Par exemple, le Mali a cette réputation par rapport à l'international. C'est-à-dire que ce n'est pas un tourisme de plaisance parce qu'on n'a pas de mer, on n'a pas de choses, mais ce qu'on a, c'est des sites. La preuve, nous aussi, les acteurs culturels aussi se déplacent pour contribuer à cette mobilité sur le plan national. Par exemple, nous, c'est grâce à une exposition qu'on a découvert Gao. On avait fait une exposition à Gao et il y avait énormément de monde. Donc des fois, le fait que les acteurs se déplacent, qu'ils aillent sur les sites eux-mêmes déjà, avec des fortes équipes, c'est quelque chose d'extrêmement bien. Le tourisme local se développe également à travers des festivals, des rencontres religieuses et des sorties scolaires. La diversification des activités permet aux guides touristiques de conserver leur activité pendant les périodes de basse fréquentation. Cependant, plusieurs difficultés subsistent, notamment dans l'organisation de ces événements culturels. Vous avez beaucoup de manifestations, de festivals qui s'organisent, mais maintenant pour avoir la comptabilisation des entrées ou bien des personnes qui fréquentent, ça, c'est une autre histoire. Vous avez beaucoup de déplacements dans le cadre du tourisme religieux que nous ne pouvons pas jusqu'à présent encadrer, car ce sont des organisateurs privés et des religieux qui s'en occupent. Actuellement, nous sommes en train de voir comment l'administration nationale du tourisme peut s'impliquer dans l'organisation des festivals, au moins pour la partie comptabilisation de la fréquentation. Au Mali, comme dans d'autres pays de la sous-région, les établissements touristiques prennent en compte dorénavant les attentes et les aspirations de cette nouvelle clientèle. Les nouveaux touristes sont généralement issus de la classe moyenne, une tendance soutenue par la croissance économique du continent africain qui atteint en moyenne 5% chaque année. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'Africa Tonight sur Africa 24.